savez que le Monde Diplo, tout récemment, a déménagé. Il a changé d'adresse. Et je crois qu'il a bien fait parce qu'il était assez curieux de voir l'organe de contestation de l'ordre établi domicilié au centre de l'établissement idéologique, économique et politique. Là où l'on afficha un jour en première page « Nous sommes tous américains ». Comme quoi il y a des délocalisations qui font sens. Moi, je voudrais en évoquer une autre, de plus grande envergure, mais quoique un peu de même nature, le transfert du siège des Nations Unies, aujourd'hui à New York. L'altermondialisme, me semble-t-il, a besoin d'une alter-ONU qui soit plus qu'un forum pour grandes messes déclamatoires et sans effet. Et cela est possible hic et nunc, sans tirer des plans sur la comète. Cela est juridiquement possible et politiquement indispensable. Appelons cela une utopie concrète, une extravagance si l'on veut, mais pragmatique, à portée de la main, à portée du monde diplomatique et à portée d'une campagne d'opinion comme le monde diplomatique et tout ce qu'il représente peut en faire. Pourquoi l'ONU, me direz-vous? C'est vrai, nous avons tous un peu tendance à dire eux, là-haut, qui nous trompent et qui nous écrasent, les gros, les grands, les méchants. Mais en principe, l'ONU, c'est nous tous. C'est même le seul nous subsistant sur cette planète. Les autres cibles internationaux désignant soit un continent, un bloc militaire, une fédération religieuse ou un club de financiers. Donc l'ONU, c'est en principe nous-mêmes, la société internationale au complet. Oh, je sais bien, c'est aussi le grand forum de l'hypocrisie, c'est aussi le faux fuyant parfait, c'est l'exorcisme bon marché, comme on le voit aujourd'hui par exemple, avec ses propositions totalement irréalistes et inconsistantes visant à ce que l'ONU relaye, blanchisse et occulte l'occupation illégale de l'Irak. Cela n'a ni queue ni tête et ne mérite pas une heure de discussion, du moins tant qu'il y aura un soldat américain sur le sol irakien. Alors je sais, rien n'est plus rebâché que la refonte de l'ONU, rien n'est plus patent que sa perte d'autorité, et je sais qu'il y a beaucoup de décisions pratiques qui aideraient les Nations Unies à retrouver autorité et indépendance. L'élargissement du Conseil de sécurité, la non-rééligibilité du secrétaire général pour le soustraire au chantage à la réélection, une meilleure répartition budgétaire. Je vous rappelle que 1,3 milliard de dollars, c'est le budget annuel de l'ONU, c'est une journée d'entretien de l'US Army. Et là-dessus, je crois que la France, excusez-moi de le dire, et Dominique de Villepin en particulier, ont fait des propositions sérieuses. Seulement, ces efforts d'aggiornamento sont bels et bons, mais ils ne posent jamais la question test, qui est celle du siège et pourquoi à New York. Comment peut-on admettre comme naturel et intangible que le lieu suprême de l'expression du droit international soit situé au lieu même de la répression du droit international? Comment peut-on admettre que l'instrument supposé de la sécurité collective se trouve hébergé et donc surveillé et manipulé par l'administrateur numéro 1 de l'insécurité collective? Comment le rempart des plus démunis peut se trouver chez le plus nanti des nantis? Je vous ferai remarquer que l'adresse New York-Manhattan n'est pas stipulée par la charte de l'organisation. Il suffirait donc d'un vote aux 2/3 de l'Assemblée générale pour changer d'adresse. Et ce vote ne serait pas susceptible de veto au Conseil de sécurité, précisément parce que la charte de l'ONU ne fixe aucun siège et ne fixe même pas que l'ONU doive avoir un siège fixe. C'est donc quelque chose de faisable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce si important? Eh bien c'est que
on sous-estime beaucoup trop l'empreinte d'un milieu. Quand vous êtes aux Nations Unies, ça m'est arrivé quelquefois, il faut savoir que c'est le New York Times qui donne le Nord chaque matin aux délégués de 190 pays. Ce sont les invitations au Prayer Breakfast de Washington. Ce sont même les dettes contractées pour stationnement illicite dans la ville. Pour les pays pauvres, ça compte. Ce sont les panels du week-end avec les intellos d'Empire transformés en docteurs de la loi planétaire. Ce sont bien sûr les écoutes et les interceptions permanentes qui forcent même le secrétaire général à aller dans le jardin pour parler à son aise. Vous voyez, on est toujours phagocyté par son milieu, par son adresse. Les experts du FMI et de la Banque mondiale sont des libéraux, soit ils ont le droit, mais ils pensent comme on pense à Washington, là où ils logent. La Cour internationale de justice pense comme on le fait à La Haye, avec une certaine placidité et une certaine réserve. Le Conseil économique et social de l'ONU ne sait plus trop où il habite, donc il ne sait plus trop quoi penser. De toute façon, il faut voir que les ouvriers, pour beaucoup d'entre eux, du néolibéralisme ne sont pas des mercenaires achetés, mais d'honnêtes gens qui s'adaptent à un nouveau milieu, lequel les adopte en retour, good guy, wonderful boy. Je veux dire en somme que l'ONU ne sera pas décolonisée dans l'âme tant que le corps ne sera pas délocalisé. Alors vous allez me dire, où pourrait-elle aller? Eh bien, on peut penser à Rio de Janeiro, pourquoi pas. La mer y est bleue et la chaleur y est humaine. On peut penser aussi à un lieu un peu plus froid comme Ottawa, qui a le mérite de parler et l'anglais et le français, qui sont les deux langues de travail des Nations Unies. Mais s'il m'est permis de rêver, il me semble que le lieu où le Conseil de sécurité devrait aujourd'hui fixer sa résidence, c'est Jérusalem. À quelques hectares à côté des lieux saints. Et cela parce que le poids du facteur religieux est devenu décisif et qu'en installant ces pénates au lieu géométrique des trois grands monothéismes qui résument les violences identitaires de demain, je dirais que l'ONU serait à pied d'œuvre. Et je dirais en plus que dans l'œil du cyclone, on devient responsable. Dans l'œil du cyclone, on ne peut plus se payer de mots. Mais je dirais aussi que serait sanctuarisé par ricochet l'État d'Israël, alors que la Palestine aurait une garantie et un bouclier. J'ajoute, car je suis pragmatique, qu'un tel transfert résolverait le problème économique de la région, car 10 000 fonctionnaires, ça crée de l'emploi. J'ajoute que ça permettrait également d'éviter le repli sur soi qu'on peut déplorer, en tout cas comme une menace, dans les mentalités de la région. J'ajoute que cela responsabiliserait tous les gouvernements du monde au maintien de la paix dans ce qui est l'abcès central d'où irradient les violences et les terreurs que nous connaissons d'Amérique en Asie. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il ne faut pas trop demander à une superstructure juridique qui n'a pas les clés du paradis, mais il ne faut pas trop peu lui demander pour peu que cette institution réponde aux vœux fondamentaux de sa charte qui impliquent aujourd'hui qu'elle prenne en compte
que l'Amérique de Bush n'est pas l'Amérique de Roosevelt et qu'il y a un nouveau rapport entre le Sud et le Nord, entre l'Est et l'Ouest. Autrement dit, la question d'où l'on parle me semble devenir une question clé et je souhaite que le monde diplomatique prenne en main cette affaire à laquelle il trouvera beaucoup d'alliés. Je vous remercie.